quand même bien. Ouais. Cher Noël, je crois que tu avais une question idiote à me poser, donc j'attends ta question sur les retranchements. Je suis prêt à y répondre. Non, je ne crois pas qu'il faut être aussi retranché que ça, à vrai dire. C'est une question, effectivement, qui peut paraître idiote. J'ai envie de te demander, que sont devenus tes 17 chevaux? Ah oui, ben, écoute, c'est une belle question. Et ça touche vraiment, ça me touche vraiment. C'est un peu comme si tu me parlais de ma famille. C'est vrai que, donc pour situer la chose, j'ai élevé des chèvres et des chevaux dans une ferme à Charquemont, dans le Haut-Doubs. Et j'étais allé à Montréal et une grosse galerie voulait travailler avec moi. Et donc cette galerie me dit, mais Jean-Pierre, je veux travailler avec toi, mais il faut que tu viennes vivre au Québec, au Canada, quoi. Et je lui dis, mais putain, c'est un sacré changement, un sacré déménagement. Et j'ai pensé en moi-même, peut-être c'est ma chance. Donc j'ai envoyé un courrier à tous mes clients, parce que ça faisait 10 ans que je faisais le métier. J'avais pas mal de clients. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, j'ai envoyé des courriers. J'ai mis moins 25% sur mon troupeau, quoi. Et donc, il y a des gens qui sont venus un peu de toute la France pour acheter mes chevaux. C'était des chevaux Appaloosa et des Quarter Horse, des chevaux pour l'équitation américaine. Et bien sûr, quand j'ai vu partir le dernier cheval, c'est très très dur. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'ils reviennent souvent plus à New York qu'ici, mais ils revenaient souvent dans mes rêves. Parce que quand tu es 24 heures sur 24 avec des êtres vivants, tu développes un amour quelque part. Mais justement, nos corps interagissent. Et quelque part, leur esprit aussi interagit avec toi. Et parfois, c'est des fights, c'est des combats, comme avec mon étalon. Souvent, c'était la castagne. Et justement, c'est un rapport très physique. Et je crois que ce rapport très physique que j'ai eu en élevant des chevaux, j'étais tout seul pour tenir 17 chevaux. Donc forcément, il fallait que j'assume. Parce que si tu n'assumes pas, ça part à volo. Les juments ne sont pas saillies, les talons, ils cassent tout. Donc, il faut assumer. Et donc, mon corps était présent au sein de ce troupeau. J'allais les nourrir 1 ou 2 fois par jour. Et donc, j'ai appris à être responsable, justement, d'être vivant. Tu sais que les Tibétains, quand les personnes décèdent, ils les coupent en morceaux et les donnent à manger aux vautours. Eh bien, quelque part, je n'ai pas fait ça, mais j'étais présent tous les jours avec mes chevaux et ils me manquent énormément. Voilà. Donc, ils ont été vendus. Et j'ai appris par la suite qu'il y a eu des descendants de mon élevage. D'accord. Dans ton parcours, enfin, tu évoques, et c'est pour ça que je voulais, outre l'intérêt évidemment de savoir ce que ces chevaux deviennent, c'est pas une question complètement anodine à vrai dire, mais finalement, enfin, c'est cette idée que tu viens de développer, à savoir que ce rapport avec ton troupeau de chevaux, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais t'introduit, en tout cas te rend capable d'autres formes d'attention, qui sont de la vie et de la vitalité. Oui. Et puis donc ce contact avec l'animal, voilà, avec des êtres particuliers. Et cette question ressurgit à un moment donné dans ta peinture, parce que tu en parles à un moment donné, une sorte de parenté entre ce que tu es en train de peindre dans la matière même et ce qui résulte effectivement de la naissance d'un poulain, à savoir le placenta qui reste. Tout à fait, oui. Dans les patterns, justement, ce que j'utilise, c'est des motifs répétitifs. C'est vrai que c'est toujours moi qui délivrais les juments, enfin, elle se délivrait elle-même, mais qui jetait le placenta à mes chiens. Et de toucher ce placenta qui est quand même chaud, c'est la vie, tu touches la vie même, quelque part. Et on peut revenir au sacrifice des Mayas. On peut dire que j'ai touché la vie, comme tous les médecins accoucheurs ou les sages-femmes. J'ai touché la vie de mes doigts et je ne l'oublie pas. Ça, c'est une expérience. Et c'est peut-être pour ça que dans ma sexualité est un peu plus ouverte parce que quand tu as touché la vie,
tu n'es plus vierge de ce qui t'arrive. Ouais, ouais. C'est une espèce de dépucelage physique et corporel. De même, sans doute que quand les gens ont touché la mort, ou voilà. Oui, nous sommes devant l'expérience vécue, véritable. Voilà. Voilà, c'était ma question idiote. Oui. Donc on va en venir à la dernière partie que j'ai. Parce que en fait, ce qu'on va faire tout à l'heure, on va présenter une dizaine d'œuvres que j'ai faites l'an dernier. Et j'ai appelé ça Chat, bite, trou du cul, éjaculation. Introduction à mon travail actuel, donc érotique et tantrique. La série des Karma Kali, Sexual Dreams et Paradox. Et mon travail est quelque part gouverné par le chaos. Et j'ai pensé à ça justement avant-hier, parce que je refuse d'être domestiqué et je veux rester sauvage. Et en référence, je cite le film de The Misfits avec Marilyn Monroe et Clark Gable de John Huston, où ils vont chercher des poneys sauvages pour les vendre pour la viande. Et Marilyn est tellement choquée par ça qu'elle les fait libérer à la fin. Et il y a tout le macho Clark Gable qui essaye de choper les talons et tout. C'est ce combat entre la vie sauvage et la vie domestiquée. Entre est-ce qu'on va nous transformer en corned beef ou est-ce qu'on saura vivre, rester sauvage et inattaqué. C'est une question qui se pose. Et pour abonder dans ce sens, j'ai trouvé hier un passage d'un livre qui s'appelle Asie fantôme de Ferdinand Ossendowski, qui a voyagé en Sibérie. Et il dit à propos des animaux, justement, il est impossible d'apprivoiser les perdrix ou les coqs de bruyère. Ils vivent en captivité, mais pensent toujours à la liberté. Je crois que c'est un peu le rôle de l'artiste, de penser toujours à la liberté. Une bouffée de vent de la forêt ou de la prairie, un cri poussé par les oiseaux libres, et aussitôt, ils trouvent un moyen de s'échapper, même au péril de leur vie. La liberté, monsieur, est une grande chose, et il n'y a que l'homme pour ne pas le comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Il faut que je trouve ma liberté au travers de mon travail. Est-ce qu'on n'est pas déjà domestiqué ? Oui, mais bien sûr, on vit en société, donc forcément, on ne va pas se tuer les uns les autres. Tout à fait, oui, bien sûr. Le savoir-vivre est important, oui, mais je crois qu'au fond de lui-même, l'artiste cherche cette véritable surdimension, un peu comme Bukowski, tu vois, des choses qui vont au-delà des limites. Je pense que c'est important d'essayer de trouver ça, oui, au-delà des limites. Et puis après, quand les gens meurent, et ils sont encensés pour avoir fait ça, mais quand ils sont vivants, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas très acceptés. Hein. C'est ça aussi. Mais il y a aussi une question sur la saleté du monde. Je ne vais pas faire trop de citations, mais il y avait une citation d'un film de Godard, et c'est Jacques Bonafé, un acteur, qui met sa main dans le sexe de Marouchka Detmers, et puis il dit « Oh, c'est dégueulasse », et elle lui répond, c'est une phrase de Godard bien sûr, « Ce n'est pas nous qui sommes sales, c'est le monde ». Tu vois, je crois que je me désolidarise totalement avec la pensée morale, parce qu'un artiste ne doit pas avoir de morale. J'ai une éthique, mais la morale ne doit pas intervenir dans mon travail. Mais personne ne devrait avoir de morale, en fait, on va dire. L'action du rapport entre l'éthique et la morale, on peut en partie, pas seulement, quoi. On peut en partie les distinguer depuis leur point d'émission, quoi. Alors que toi, là, oui, voilà, tout à fait. Oui. Il y a ça effectivement qui se joue. La question que tu poses, c'est aussi la question de la transgression qui est posée. C'est-à-dire que grosso modo, comment, parce qu'on est en société, on joue avec les règles, et tout en jouant avec les règles, on arrive à les dépasser. Oui, c'est la transgression. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Il faut être transgressif. Après, il ne faut pas être non plus trop provocateur. Bon, on ne sait plus tellement sur quelle échelle jouer, quel niveau. Je ne sais pas. Quelque part, je ne suis pas trop provocateur, mais j'aime bien montrer les choses qui me semblent importantes. On a déjà dit. Eh bien,
Oui, je voulais parler aussi du tantrisme, parce qu'on va présenter les travaux. Et ce que je voulais dire du tantrisme, c'est ça, c'est ce que j'ai écrit. Il y a dans le tantrisme, et chez certains artistes comme Tarkovsky, Pasolini ou Sade, ou chez Antonin Artaud, dont on avait parlé au début, ainsi que bien modestement dans mon travail d'ailleurs, cette volonté inflexible de remettre le corps à sa juste place, on en a parlé, dans sa vraie grandeur humaine, avec et grâce à lui, et ses propres énergies régénératrices. C'est-à-dire que souvent les gens sont malades et tout, mais il faut faire confiance au corps, c'est une intelligence beaucoup plus infinie que ce qu'on pense. C'est incroyable ce qui se passe dans la machine du corps. Donc il faut lui faire confiance. Et il faut remettre les pendules à l'heure, non plus dans certains espaces religieux, moraux, esthétiques, voire artistiques, et dogmatiques, qui étaient plurimillénaires, mais dans une dimension pleinement immédiate, présente et corporelle de la machine à chier et à baiser, ça c'est Artaud, pour également ainsi réintégrer une espèce de fureur de vivre, si essentielle, si oubliée, et si conspuée de nos jours, mais si vitale et si jouissif cependant. Moi je pense que c'est jouissif d'être bien dans la sexualité et dans l'art et dans la couleur. C'est une jouissance au monde, oui. Voilà. Ok. Voilà, on va vous présenter des œuvres maintenant.